Bonsoir. Donc, chers maîtres, chers collègues, c'est avec plaisir que je reviens à Dakar. Et c'est une occasion pour moi de remercier les maîtres qui m'ont enseigné la neurologie. Donc, professeur Gallo, professeur Mustafa Sarr et tous les autres professeurs qui m'ont enseigné. Donc, merci pour le séjour agréable que j'ai eu à faire à Dakar. Douloureux ou agréable? Agréable. En termes d'accueil, c'est vraiment comme le Teranga. Donc, on a été vraiment juste chez nous. On n'a pas senti de différence pendant tous les 4 ans. Et c'est pour ça que 2 ans, déjà, je trouve que c'est beaucoup. Donc, je vais vous présenter la prise en charge de la douleur neuropathique. C'est ça l'avantage d'être aussi un élève. Donc, beaucoup de choses ont été dites par mes maîtres, ce qui facilite la chose. Donc, je vais me présenter sur 2 choses principales. C'est surtout le diagnostic clinique, donc en tant que jeune. Donc, il serait bien qu'en sortie de ce colloque, que nous puissions poser le diagnostic de douleur neuropathique chez le patient. Et la deuxième chose que je voulais me présenter, c'est la prise en charge thérapeutique, donc qui a été aussi dite par le professeur Mustafa, donc c'est qui me facilite la tâche. Donc, nous allons définir un peu l'épidémiologie, la clinique comme je vous disais, et puis la prise en charge surtout médicamenteuse. Donc, avant 2014, on parlait des douleurs de désaffectation que l'on a entendu ce matin. Mais depuis cette date, donc, la Société internationale de l'étude de la douleur a initié le mot de douleur neuropathique. Et en ces termes, il y avait une confusion parce qu'il disait que c'était une douleur due à une lésion directe du système nerveux ou bien un dysfonctionnement. Donc le mot dysfonctionnement portait problème parce que ce n'était pas clair. Donc ce qui a amené certains auteurs à proposer une définition en 2008 par cet auteur, donc, où il propose comme définition une douleur secondaire à une lésion ou à une maladie affectant le système somatosensoriel. Donc pendant 2 ou 3 ans, cette définition a été étudiée par l'Association internationale de l'étude de la douleur et elle a été acceptée. Donc aujourd'hui, la définition de la douleur neuropathique donc, est une douleur résultant directement d'une lésion ou d'une maladie affectant le système somatosensoriel. Donc, la lésion peut être périphérique ou bien centrale. Donc, périphérique depuis le nerf, depuis le récepteur, depuis le nerf périphérique, et centrale, donc la moelle épinière jusqu'au cerveau. En termes de classification des douleurs chroniques, donc, nous avons 3 types. Il y a la douleur inflammatoire, que nous avons vu ce matin avec le professeur Dongo. La douleur neuropathique, donc, dont je vous en parlais tout à l'heure. Et une troisième classification, un troisième type, qui est la douleur dysfonctionnelle. Donc c'est cette douleur qui n'est pas nociceptive, qui n'est pas neuropathique, donc dans laquelle on retrouve tout ce qui est syndrome du côlon irritable, la fibromyalgie et tout ce que vous connaissez comme les syndromes douloureux complexes. Donc, ici, c'est pour résumer les 3 types classiques de douleurs chroniques. Donc, en ce qui nous concerne, les douleurs neuropathiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut affecter le système nerveux périphérique, donc du récepteur jusqu'à la moelle, donc avant la moelle. Donc, comme dans les douleurs zostériennes, après donc, un sauna, les douleurs post-chirurgicales, donc quand on opère quelqu'un, les cicatrices, vous savez qu'on traverse la peau, donc on sectionne des nerfs, donc ça peut donner des douleurs neuropathiques plus tard. Comme chez les diabétiques, qui peuvent avoir souvent des douleurs neuropathiques, ou bien ce qui est fréquent en termes d'épidémiologie, ce sont les NCB, les névralgies cervico-brachiales ou bien les lombosciatalgies. Donc tout ça, ce sont des douleurs neuropathiques
périphériques. À côté de ça, nous avons les douleurs neuropathiques centrales, donc dans les maladies inflammatoires telles que la SEP, telles que les myélites inflammatoires, telles que la NMO, la neuromyélite optique. Nous avons aussi les douleurs post-AVC qui sont fréquentes et dans les douleurs avec lésions médulaires, surtout chez les traumatisés. Donc là, c'est pour vous résumer les douleurs neuropathiques périphériques. Donc il y a post-ostérienne, la névralgie du trijumeau, les radiculopathies, que ce soit membre supérieur ou membre inférieur, les douleurs post-traumatiques ou post-chirurgicales chez le diabète et dans les contextes infectieux. À côté de ça, donc, vous avez les douleurs centrales, après les AVC, après dans la maladie de Parkinson, dans la syringomyélite ou bien les maladies démyélinisantes inflammatoires. Ça, ce sont les causes les plus fréquentes. Ces dernières années, donc, on a remarqué que chez beaucoup de patients, ils n'ont pas ces causes habituelles. Donc, une étude a été menée et il y a des canaux qui ont été découverts qui sont à l'origine des douleurs, notamment le canal chlore et puis un autre canal sodium, le NaV1.7. Donc, ces canaux ont attiré l'attention de beaucoup de chercheurs. Donc, actuellement, chez les patients qui ont des douleurs neuropathiques, idiopathiques, on va dire, dont il n'y a aucune cause, donc la tendance est à chercher les anomalies de ces canaux. Donc là, c'est pour vous résumer ce qu'on a dit. Donc, pour un peu vous expliquer la physiopathologie, donc rappelez-vous qu'on a trois types de fibres. Il y a les fibres A-alpha, A-bêta, les A-gamma, ça ne nous intéresse pas beaucoup, et puis les A-delta et les C. Donc, les fibres A-alpha et A-bêta sont largement myélinisées, et c'est ce que le matin le professeur disait, ce sont des fibres qui s'occupent de la proprioception, donc de la sensibilité profonde. À côté de ça, il y a des fibres qui ne sont pas beaucoup myélinisées, ce sont les fibres C, et ce sont elles qui sont impliquées dans le transfert dans le transport de la douleur. Donc il est important de connaître cette typologie de ces fibres nerveuses, parce que ça va impliquer, ça aura une implication dans le diagnostic positif et dans la recherche étiologique également. Donc, ça, nous n'allons pas revenir, c'est la physiopathologie qu'on a bénéficié ce matin du cours de professeur. Donc, depuis la réception jusqu'au niveau du contexte. Ce que je voulais juste rappeler, c'est au niveau du locus coeruleus et puis de la substance grise périacédicale, où le professeur nous a bien dit qu'à ce niveau sont sécrétées la sérotonine et puis la noradrénaline, d'où l'effet de certains médicaments à ce niveau. Donc, autre chose qui est important de connaître, c'est ce qui a toujours été dit ce matin, donc c'est le potentiel. Comme disait un de nos maîtres, la vie, donc c'est le potentiel d'action. C'est-à-dire que tout ce qui sera transmis au niveau du système nerveux passe par le potentiel d'action. Une fois que le stimulus active les récepteurs, donc cette stimulation est traduite en potentiel, donc le seul langage connu par le système nerveux. Et à ce niveau, les principaux neuromédiateurs qui sont impliqués dans ce phénomène font appel à des ions. Ce sont les ions sodium, les ions calcium, d'où l'impact ou bien l'effet de certains médicaments qui vont allonger ces canaux ou bien raccourcir l'effet de ces canaux, l'ouverture ou la fermeture de ces canaux. Donc il est important aussi d'avoir en idée cet aspect. Donc la douleur neuropathique centrale ou périphérique. Un peu d'épidémiologie, donc la douleur neuropathique chronique, elle est de plus en plus fréquente vu le vieillissement de la population, vu l'incidence du diabète, vu aussi la suivi des patients avec cancer. Avec la chimiothérapie, on voit que la survie est en train de s'améliorer, donc d'où une augmentation de l'incidence de la douleur neuropathique dans la population. Donc, comme effet qu'aura
ce phénomène, c'est la surconsommation des antalgiques, donc, et puis une fréquentation élevée des centres de santé. La dégradation de la qualité de vie, nous savons que les douleurs neuropathiques sont associées à un trouble du sommeil, à une anxiété, à une dépression. Quelqu'un qui a mal le soir, vous avez vu tous les patients, les diabétiques, quand vous les voyez, ils vous disent que le soir je ne peux pas dormir, parce que ça chauffe à la plante du pied, ils sont anxieux, ils ont même peur que le drap les touche parce qu'ils ont des allodynies. Donc c'est vraiment un phénomène qui altère la qualité de vie. C'est fréquent, plus fréquent chez les femmes, c'est plus fréquent chez les personnes âgées, et les sites les plus atteints, c'est le membre inférieur avec la rhombocytalgie, ou bien le membre supérieur avec la névralgie cervico-brachiale. Un petit mot sur la douleur neuropathique chez les diabétiques. Donc, c'est à peu près 10 à 26% du diabétique. Donc, on ne comprend pas toujours pourquoi donc, les autres ne font pas des douleurs neuropathiques. Donc, c'est encore un mystère. Mais ce qui est incriminé, c'est ce métabolite, le méthylglyoxal. Donc, c'est ce qui est incriminé, qui aura donc une diminution de la conduction des nerfs, qui aura donc une augmentation de la calcitonine, et ce qui va entraîner donc une hyperalgésie. Et chez certains patients diabétiques, on a découvert qu'ils ont une altération de ces canaux dont je vous disais tantôt, les récepteurs, NAV 1.7 et puis NAV 1.8, qui sont des canaux sodium. Donc, devant un patient qui vient pour une douleur, quelle va être votre démarche étiologique ou bien votre démarche diagnostique? D'abord, donc, il faut poser le diagnostic positif, il faut faire un diagnostic lésionnel, et puis enfin chercher une étiologie. Donc, pour le positif, donc, devant le patient, vous posez est-ce une douleur nociceptive ou une douleur neuropathique. Ça, c'est le premier tri que vous devrez faire. Donc, il y a un dépistage que vous devrez faire à ce niveau. Et vous allez vous servir de l'interrogatoire et puis de l'examen clinique. Donc, dans la douleur neuropathique, nous avons des douleurs spontanées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de stimulus. Le patient vous dit « Ah, docteur, moi j'ai mal ». Donc, soit la douleur est continue, c'est tout le temps qu'il a mal, ou bien c'est paroxystique, tel que la névralgie du trijumeau. Le patient vous dit qu'il y a juste une douleur pendant quelques secondes, 5 secondes, et puis ça disparaît. Ça, c'est par exemple la névralgie du trijumeau, ça, c'est par exemple, c'est paroxystique. Ou bien il vous dit « Non, non, docteur, j'ai toujours mal ». Quand vous interrogez les patients qui viennent pour douleur neuropathique diabétique, ce sont des patients qui ont souvent mal toute la journée. Donc ça, c'est un premier caractère à connaître. Donc c'est une douleur spontanée. On n'a pas besoin de stimuli. Et le deuxième type de douleur, c'est la douleur provoquée. C'est tel que le patient qui vous dit dès que le drap me touche, donc j'ai mal. Tel que l'eau touche à mes pieds, donc j'ai mal. Donc là-bas, on a besoin de savoir est-ce que c'est un stimulus non nociceptif ou bien un stimulus nociceptif, d'où la notion de allodynie ou bien de l'hyperalgésie. Donc, toutes ces douleurs, le patient, il est important d'écouter son discours, parce que souvent, ils n'ont pas le même langage médical que nous. Ils vont vous dire que, docteur, ça brûle comme du feu, c'est comme un éclair, c'est comme si c'est la dent qui fait mal, c'est comme si c'est un poignard. Donc, c'est important d'écouter le discours du patient afin de vous orienter vers le type de douleur pour chercher ces caractéristiques de la douleur neuropathique. Comme disait tout à l'heure le professeur Moustapha, ce qui est important, ce n'est pas les outils diagnostiques, mais c'est surtout votre écoute. Il faut rechercher cette notion de sensation de brûlure, cette sensation de pression, de compression, d'écrasement, de picotement, d'épingle, de décharge électrique, d'engourdissement, de fourmillement, de démangeaison. Donc c'est vraiment l'écoute du patient qui va vous orienter pour faire le screening, pour faire le dépistage entre la douleur nociceptive et puis la douleur neuropathique. Après cet interrogatoire, donc vous pouvez vous aider des tests ou bien des outils, surtout pour les non-neurologues, pour pouvoir dépister cette douleur neuropathique. Et on a plusieurs outils qui peuvent nous aider. Donc il y a celui dont vous connaissez qui est très
développé ici en Afrique francophone. C'est le DN4 qui a été développé par des Français, donc en 2005. Il y a d'autres qui ne sont pas bien connus. Donc le DN4, il est là. C'est 10 questions. Vous demandez au patient, est-ce que la douleur dont il ressent, c'est comme si c'est une brûlure? Est-ce qu'il a des sensations de froid? Est-ce que c'est comme des décharges électriques? Vous demandez, est-ce que c'est comme des fourmis, des picotements, engourdissements, démangeaisons? Donc ça, c'est l'interrogatoire. Vous passez à la deuxième étape qui est l'examen physique. Est-ce que vous avez une hyposthésie dans le territoire où il signale la douleur, où le patient signale la douleur? Est-ce que le frottement déclenche la douleur? Donc une fois que vous avez donc 4 sur 10, donc vous êtes en mesure de dire que c'est une douleur neuropathique. Donc à la fin de cet interrogatoire, vous devrez avoir une sémiologie de douleur typique qui va vous orienter vers le douleur neuropathique chronique. Ça c'est la première étape, donc l'interrogatoire. La deuxième étape, donc ça c'est pour le collègue neurologue surtout, donc pour augmenter ou enrichir la bibliographie. Toujours la deuxième étape, donc il faut chercher un contexte éventuel de la lésion. Je vous avais dit que quelqu'un qui a été opéré, donc il va avoir probablement une douleur neuropathique. Quelqu'un qui est diabétique, il peut avoir une douleur neuropathique. Quelqu'un qui a fait un zone, donc chercher un contexte éventuel, soit une maladie ou une lésion du système nerveux. Et le caractère chronique, de manière consensuelle, c'est au-delà de 3 mois. Donc cette deuxième étape va faire le lien entre ce que vous a dit le patient et puis l'histoire de sa maladie. Est-ce qu'il y a un lien? Quelqu'un qui vous dit que j'ai fait un zona, qui vous dit que j'ai une douleur qui prend ce territoire, donc vous êtes en même de dire que est-ce que ce n'est pas une douleur neuropathique? Quelqu'un qui a un diabète, qui vient avec des douleurs qui à type de brûlure, à type de picotement, vous êtes en même de dire que c'est probablement une douleur neuropathique. Et la troisième étape de cette réflexion, c'est l'examen clinique. L'examen clinique va chercher un déficit sensitif dans le territoire où décrit le patient. Est-ce que vous avez un déficit du tact? Est-ce que vous avez un déficit à la piqûre? Est-ce que vous avez un déficit à la sensation du froid ou bien à la sensation du chaud? Est-ce que vous avez une allodynie ou bien une hyperalgésie? Est-ce que quelque chose, un stimulus non douloureux, déclenche la douleur dans ce territoire? Est-ce qu'un stimulus qui normalement donne une douleur faible donne donc une douleur sévère? Et à ce niveau, on n'a pas besoin de cotation comme on le sait, par exemple la cotation de 0 à 5, non, juste 3 choses. Est-ce que votre examen est normal? Est-ce qu'il est augmenté ou bien diminué? Est-ce que la sensibilité est diminuée ou bien elle est augmentée? Ou bien elle est normale? Donc parce que si on rentre dans les critères, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas consensuel. Il peut examiner le patient, trouver 2, moi je viens de trouver 3, alors que quand on examine tous eux, quand on sait que c'est diminué, donc c'est plus fiable. Donc cette troisième étape va nous donner une corrélation entre l'interrogatoire et puis la clinique. Donc ça, une fois que vous avez ça, vous avez votre diagnostic positif. Vous avez interrogé le patient, vous avez fait le lien avec l'histoire de sa maladie, vous l'avez examiné et tout ce qu'il a dit sur le plan interrogatoire, vous le retrouvez sur le plan clinique. Vous êtes à même de dire que ce patient a une douleur neuropathique. Cette douleur neuropathique, où est-ce qu'elle siège? Vous allez vous inspirer de 3 choses. C'est ce qu'on a dit au niveau du rappel physiopathe. Vous allez vous inspirer de l'anatomie. Vous savez qu'il y a des fibres destinées à la motricité. Il y a des fibres destinées à la sensibilité tactile. Il y a des fibres destinées à la sensibilité profonde, des grosses fibres myélinisées. Et vous avez des fibres végétatives qui sont souvent associées avec les fibres de petit calibre, les fibres sensitives. Donc ça, c'est important sur le plan lésionnel. Deuxième réflexion que vous allez faire, c'est la chronologie dans le temps et dans l'espace. La douleur neuropathique, est-ce qu'elle siège sur tous les membres? Est-ce qu'elle a commencé au pied, au membre inférieur droit, ensuite le membre supérieur gauche, ainsi de suite? Donc là, c'est asynchrone. Est-ce qu'elle a commencé en même temps au niveau des membres inférieurs, ensuite elle est montée au membre supérieur? Donc ça, c'est symétrique. Est-ce que la douleur, elle est axonale, ou bien la lésion, elle est axonale, ou bien elle est démyélisante? Ça, c'est l'EMG qui va vous répondre à cette question. Donc, une fois que vous avez fait cette réflexion,
Donc vous passez à la deuxième ou à la troisième étape qui est l'étiologie. Donc vous savez que les patients neuropathiques, vous suspectez que ce soit les fibres motrices ou bien les fibres sensitives de petit calibre ou bien les fibres sensitives de gros calibre. Donc quelle est l'étiologie? Ça c'est la médecine générale. Donc en termes de neuropathie, nous avons des examens complémentaires qu'il faut faire de première intention, de deuxième intention et de troisième intention. Et les principales étiologies sont résumées sur ce tableau. Chez les personnes spécialisées, les neurologues ou bien les autres spécialités, donc ils peuvent s'inspirer ou bien faire d'autres examens plus poussés pour pouvoir poser le diagnostic, tels que les tests sensitifs quantitatifs, la biopsie de peau ou bien le potentiel évoqué laser. Donc, comme nous sommes dans un cadre pluridisciplinaire, donc on n'insiste pas sur la discipline. Donc ça, ce sont des exemples des examens plus poussés chez les neurologues pour pouvoir poser le diagnostic de lésions neuropathiques. Donc, en résumé, la réflexion doit se faire ainsi. Donc, une fois devant les douleurs, donc vous interrogez le patient, quelle est l'histoire de cette douleur? Est-ce qu'il y a une maladie qui peut expliquer cette douleur? S'il n'y a aucun de ces faits, donc vous n'êtes pas devant une douleur neuropathique. Par contre, si vous avez des douleurs à type d'engloussement, en type de décharge électrique, en type de fourmillement, et que vous avez un contexte qui peut évoquer la douleur neuropathique, là c'est une douleur neuropathique possible. Une fois que vous passez à l'étape d'examen et que vous trouvez une hypoesthésie dans le territoire où décrit le patient, ou que vous avez une allodine ou une hyperalgésie dans le territoire, vous êtes au niveau de douleur neuropathique probable. La troisième étape, quand c'est confirmé par des tests, là vous êtes au niveau de douleur neuropathique certaine. D'accord? Donc défini, en anglais, c'est traduit par certain. On ne peut pas dire douleur neuropathique définie. C'est certain ici. Donc soit c'est une douleur neuropathique possible, soit elle est probable ou bien elle est certaine. Donc dès qu'on est dans cette étape, on doit traiter. Dès qu'on suspecte une douleur neuropathique probable, donc il faut traiter le patient. Donc pour la prise en charge, donc, on ne va pas beaucoup insister là-dessus sur les autres aspects. Juste vous dire que une fois que le diagnostic a été posé, il faut évaluer le patient, donc l'intensité de la douleur, la sévérité de la douleur et puis le retentissement. Donc les échelles, on a vu, il y a les échelles unidimensionnelles de la douleur, il y a des échelles globales et spécifiques. Le retentissement doit être aussi évalué, donc il y a beaucoup d'échelles qui peuvent être utilisées comme le FS36, la forme abrégée de FS12 et puis plusieurs autres échelles. Il ne faut pas oublier des échelles qui vont évaluer l'état émotionnel. Donc il y a des échelles de Beck, de Zung qui évoluent, donc qui évaluent l'anxiété, qui évaluent la dépression chez les patients souffrant de douleurs neuropathiques chroniques. Un fait qui est important, c'est le suivi. Une fois que vous avez posé le diagnostic, vous avez évalué le patient, vous mettez un traitement, donc il faut suivre votre traitement. Et vous pouvez vous servir juste de ces échelles catégorielles. Est-ce que le traitement que j'ai mis a aggravé le patient? Est-ce qu'il n'y a pas de changement? Est-ce qu'il a été soulagé faiblement, modérément, ou bien soulagé, ou bien complètement soulagé? Ou bien juste avec le pourcentage. Le patient vous dit sur 100, vous estimez que vous avez été soulagé sur combien? Il vous dit de 50%. J'ai eu une réduction de la douleur de 50% ou bien de 25%. Donc ça vous permet de suivre votre patient dans le temps, d'avoir un suivi objectif. Donc, quel est le principe du traitement? Donc, il est symptomatique. On vous a dit le plus souvent, même quand on traite la cause, par exemple dans le diabète, même quand souvent l'équilibre glycémique est atteint, une fois que la douleur neuropathique est déclenchée, donc il est souvent difficile de revenir à l'état initial. Donc, il est plus souvent symptomatique. La cause est rarement traitée. Donc, le plus souvent, les antalgiques ne répondent pas, d'où la notion de douleur neuropathique, à contrario avec la douleur inflammatoire. Donc, les antalgiques, les anti-inflammatoires ne marchent pas. Donc, la stratégie, il faut commencer d'abord avec le traitement pharmacologique, avec les médicaments à petite dose. Maintenant, avec le vieillissement de la population,
avec la polymédication de ces patients, les effets indésirables de ces médicaments, de plus en plus, les gens sont en train d'aller vers les stratégies interventionnelles, mais qui ne sont pas encore bien vulgarisées dans nos contextes de travail. Donc, sur le plan pharmacologique, donc, 3 grandes classes ont attiré notre attention, qui sont les plus utilisées chez nous. C'est d'abord les antidépresseurs tricycliques, dont le plus utilisé chez nous, c'est de l'aroxyde, la amitriptyline. Et en deuxième position, il y a l'anafranil, qui est l'imipramine, qui sont les deux utilisés. Ce sont des molécules qui sont des inhibiteurs de la récapture de la monoamine, donc la noradrénaline et puis la sérotonine, qui vont agir au niveau supramédulaire pour moduler la douleur. Donc, ils sont efficaces parce que ici, vous voyez, le NNT, c'est le number need to treat. C'est-à-dire que quand on fait des études, ce sont des critères d'évaluation. Donc, quand on traite des patients, donc combien on a besoin, combien de patients on atteint. C'est-à-dire quand on donne un groupe placebo avec un autre groupe, combien de patients sera soulagé au bout de... Comment est-ce qu'on va expliquer? C'est le nombre de patients qu'on a besoin de traiter pour avoir un seul qui sera soulagé de sa douleur. C'est-à-dire ici, 3,6. On a besoin de traiter 3,6 patients pour avoir un seul qui sera soulagé de 50% de sa douleur. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que 3,6 patients seront traités avant d'avoir un seul qui aura une réduction de 50% de sa douleur. Par exemple, ici, il faut avoir 6 patients traités pour avoir un seul qui sera soulagé de 50%. Donc, parmi les deux, selon vous, qui est le plus efficace entre les deux médicaments? Le premier. Le premier, parce que lui, au bout de 3 patients, on a un qui est soulagé de 50%. Ici, au bout de 6 patients, il faut 6 patients pour avoir un seul qui est soulagé. Donc, vous voyez que les antidépresseurs tricycliques sont efficaces. Mais malheureusement, c'est leur effet secondaire qui limite leur usage. La deuxième classe, ce sont les antidépresseurs sélectifs. Donc la duloxétine, qui est le Cymbalta, que vous connaissez, ou bien la venlafaxine, qui est l'Effexor. Ils sont aussi efficaces comme les autres, ou bien moins que les autres, mais seulement moins d'effets secondaires. La troisième classe qu'on utilise à volonté, en tout cas pour les douleurs, contre les douleurs neuropathiques, ce sont les antiépileptiques. Ce sont les antiépileptiques. Donc les antiépileptiques, qui sont la gabapentine et puis la prégabaline. Donc le Lyrica et puis le Neurontin. Donc ils sont efficaces. Vous voyez, donc eux, selon les études, donc c'est 6 patients qu'il faut traiter pour avoir un seul qui sera soulagé de 50% de sa douleur. Et en quatrième étape, donc nous avons tout ce qui est topique, ce qu'on vient de nous parler. Donc ce sont la lidocaïne, donc en patch. C'est surtout dans les douleurs localisées, par exemple les douleurs post-ostériennes, qui peuvent aussi être utilisées chez les diabétiques qui ont des douleurs neuropathiques. Donc on peut mettre des patchs, soit de lidocaïne ou bien de capsaïne. La capsaïne qui est un dérivé du piment, le piment que nous mangeons. Donc c'est le principe actif. Et cinquième classe, c'est les opioïdes, que ce soit les opioïdes faibles ou bien les opioïdes forts, donc le tramadol et puis la morphine. Donc, où vous voyez, donc, le LNT, il est de 4 ici. Vous voyez, donc, au bout de 4 patients, on a un patient qui est soulagé. Vous voyez, donc c'est efficace. Et je rejoins donc ce que a dit mon prédécesseur. En Afrique francophone, on a peur de la morphine. Alors que contrairement en Afrique anglophone, les gens volontiers utilisent la morphine. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser la morphine pour soulager le patient. En 2018, le patient ne doit pas avoir mal. Donc seulement, je pense qu'il faut se rapprocher de ceux qui savent la manière pour vraiment, par exemple, le prédécesseur dit qu'il ne faut pas dépasser 48 heures. Donc c'est peut-être trouver un cadre pour discuter de la manière, en tout cas, pour prescrire ces médicaments. Donc, il y a aussi cette molécule qui est utilisée, donc la toxine botulique, donc qui va inhiber l'acétylcholine, donc qui va aussi soulager le patient. Mais les recommandations ne sont pas en tout cas suffisantes, elles sont du 3e grade.
Donc, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous a dit que donc il y a la gabapentine et puis la prégabaline qui sont utilisées. Il y a les tricycliques ici qui sont utilisés. Donc, ce sont les 3 molécules, en tout cas, qu'on va privilégier dans notre contexte de travail. Donc, la gabapentine, il faut commencer. Donc, gabapentine, c'est dosé à 100 mg, à 300 mg, 600 mg, 400 mg, 800 mg. Donc, il est conseillé de commencer par la dose de 100 à 30 mg par jour. Et d'augmenter chaque semaine 100 à 300 mg par semaine. D'accord? Donc vous donnez soit 5 mg, vous attendez une semaine pour évaluer votre patient avec tous les échelles qu'on vous a dit. Selon le rétention, bien l'évolution de la réponse de votre patient, vous augmentez. Et la dose requise, c'est 300 à 1200 mg, donc répartie en 3 prises. La prégabaline, donc c'est le Lyrica, donc il y a la forme 25 mg, 50, 75, 100, 150, 200 et 300 mg. Donc il est conseillé de commencer entre la dose de 25 et 150 mg, selon toujours l'intensité de votre patient. La première évaluation que vous faites de votre patient selon l'intensité de la douleur, donc vous choisissez entre 25 et 150 mg pour débuter. Et vous allez augmenter entre 25 et 150 mg chaque semaine. Donc vous donnez une première dose, vous attendez une semaine et vous augmentez une dose. La dose habituelle moyenne, c'est de 150 à 600 mg répartie en 2 prises. La carbamazépine, donc, qui est le traitement de premier choix dans la névralgie du trijumeau, donc elle est dosée, et il faut commencer par une dose de 100 mg par jour, augmenter 100 à 200 mg par semaine, et on peut aller jusqu'à 1200. Donc là, c'est une erreur, c'est normalement 1200 mg. Donc là, dans la névralgie du trijumeau, on va jusqu'à 1200 mg par jour, réparti en 3 doses, selon que c'est la forme LP ou bien simple. Les tricycliques, donc la méthyltyline, il faut commencer avec des doses de 10 à 25 mg. Que ce soit l'anafraline, que ce soit le laroxyl, donc il est conseillé de commencer par des doses de 10 à 25 mg par jour et d'augmenter par 10 mg donc chaque semaine, par semaine. Et la dose habituelle, donc c'est 10 à 150 mg par jour. Donc la troisième ou bien la molécule suivante qui est plus utilisée dans notre contexte, c'est le Cymbalta, c'est la duloxétine. Donc on commence par 30 mg par kilo, donc augmenter 30 mg chaque semaine et la dose moyenne c'est de 60 à 120 mg par jour. Donc les autres molécules ne sont pas en tout cas accessibles dans notre contexte de travail, soit par leur coût qui est élevé, soit par la disponibilité même du médicament. Donc le tramadol dont vous connaissez bien, donc lui on commence par 50 mg par jour, augmenter 50 mg par semaine, donc la dose habituelle on peut aller jusqu'à 400 mg, de 100 à 400 mg par semaine. Je n'ai jamais fait, je ne sais pas, 400 mg, je suis un peu sceptique, mais c'est ce que disent les recommandations, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si je trouve l'expérience. Donc, qu'est-ce que nous dit les recommandations? Donc ça, je vous recommande cet article, il est tout récent, il est d'octobre 2017. Il fait la synthèse des principales recommandations des Canadiens, de la société européenne, du groupe de travail d'études et puis de la prise en charge de la douleur, et puis de recommandations, comment est-ce qu'on appelle ça, les germaniques. Donc, ils nous disent que donc, en première intention, donc, dans les douleurs neuropathiques dues au diabète, il faut privilégier la duloxétine, la gabapentine, la prégabaline et puis les tricycliques. C'est ceux qui sont recommandés. Quand c'est les douleurs post-zostériennes, donc c'est la gabapentine, la lidocaïne et puis les autres patchs. Quand c'est les névralgies du trijumeau, donc c'est la carbamazépine. Et quand c'est les douleurs neuropathiques d'origine centrale, genre les douleurs neuropathiques post-AVC ou bien quand quelqu'un a une lésion médulaire,
Donc c'est la gabapentine qui est prescrite et la prégabaline. De même que les autres, que ça soit ça c'est les Européens, ça ce sont les Anglais. Donc, quelles que soient les recommandations, vous allez voir qu'en première intention, ce sont les trois les plus principaux. C'est la gabapentine, la prégabaline, donc qui sont de la même classe thérapeutique, la duloxétine, qui sont les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine, et puis les antidépresseurs tricycliques. Donc, ce sont les trois classes, en tout cas, qui sont choisies pour être en première intention. En deuxième intention, vous avez le tramadol, avec les autres opioïdes forts. En troisième intention, vous avez donc les autres opioïdes avec les autres antidépresseurs ou anti-épileptiques tels que la lamotrigine. Quel est l'avenir pour les douleurs neuropathiques? Je vous ai dit que tout récemment, il y a quelques années, c'était en 2010-2011, donc il a été découvert les canaux classiques NA 1.7 et puis NA 1.18. Donc, il y a des thérapeutiques qui sont dans ce sens pour aller inhiber ces récepteurs. Donc, peut-être que dans les années à venir, on aura d'autres molécules plus efficaces que ceux qu'on a. Donc, comme prise en charge de la douleur neuropathique, il y a d'autres volets, donc les volets chirurgicaux, donc dont je ne veux pas m'appesantir. Donc, il y a les thérapies interventionnelles, il y a les injections de corticoïdes, il y a les stimulations donc, modulaires. Donc ça, c'est toujours, le principe, c'est le get control que le professeur Sarr vous a expliqué ce matin. Donc on met, ici vous voyez, c'est un boîtier qu'on a mis qui va envoyer des influx au niveau de la moelle pour stimuler justement ces fibres-là, pour jouer le rôle de get control. Donc ce sont des mécanismes physiopathologiques qui sont utilisés pour traiter la douleur. Donc il y a des techniques chirurgicales qui vont intervenir au niveau du ganglion, donc pour aussi faire le même mécanisme d'action, stimuler les fibres de gros calibre pour inhiber les fibres qui vont remonter la douleur. On peut aller au niveau central, donc au niveau plus haut, donc pour aller stimuler à ce niveau, poser des électrodes qui vont stimuler cette fois-ci le cortex, là où même termine la douleur, donc au niveau pariétal, au niveau pré-rolandique, pour faire des stimulations, pour avoir un effet descendant pour inhiber la douleur. Vous avez aussi donc la stimulation profonde, donc on va mettre des électrodes qui vont aller stimuler le thalamus, donc toujours pour inhiber la douleur. Comme vous savez, le thalamus, on dit c'est le sécrétaire, toutes les douleurs cheminent d'abord au thalamus avant d'aller au niveau du cortex. Donc c'est toutes ces thérapies qui existent, mais que pour le moment, nous, dans notre contexte, on n'a pas encore cette chirurgie fonctionnelle que j'espère les neurochirurgiens vont développer en Afrique, que ce soit au niveau de la douleur, que ce soit au niveau de l'épilepsie, que ce soit au niveau du Parkinson, par exemple. Donc il y a d'autres thérapies, c'est la kinésithérapie, il y a la psychologie qu'il faut faire aussi chez les patients. Donc ça, ce sont les techniques, les différentes techniques dont je vous ai parlé. Voilà, merci. Merci, Dr Mbani, pour la présentation. Chers maîtres, chers confrères, distingués invités, permettez-moi avant tout, au nom du coordonnateur du ProPrema et de la Société sénégalaise de neurologie, d'adresser nos remerciements à nos partenaires, à savoir le laboratoire Servier et le laboratoire Extra, qui sont nos partenaires. Quand je dis partenaires, ce sont nos compagnons fidèles. Ils sont fidèles, quand je dis fiables, nos compagnons fiables, je vois par là la fidélité. Ils sont fidèles. Ils nous accompagnent. Ils sont très fidèles au service de neurologie. Il faut le reconnaître. Ils sont très fidèles au service de neurologie. Ils sont très dévoués à la formation continue des médecins dans l'optique d'une meilleure gestion des problèmes de santé. Donc, à qui nous disons merci, une fois de plus merci, aux deux laboratoires. Donc le laboratoire, avant de passer à la phase questions-réponses,